Juste un élément, un petit rappel, vendre sur son site, oui, mais pas seulement, me paraît indispensable. Aujourd'hui, vous avez tous, projet ou pas, d'avoir un site e-commerce. Majoritairement, les gens qui nous contactent ont déjà un site e-commerce. Le site e-commerce a des avantages, il a aussi des inconvénients. Il a comme avantage la maîtrise de l'environnement, le positionnement dans la durée, le fait de rester comme un acte d'achat sur son propre site, passer la première commande, et potentiellement un positionnement en tête dans les moteurs de recherche. Voilà. Il a des coûts qui sont liés à sa création, qui sont liés à tous les facteurs autour de génération d'audience, son référencement naturel, payant, sa présence sur les médias sociaux. Il a quelques inconvénients, on ne va pas se leurrer non plus, la maintenance, la rassurance, tous les éléments de rafraîchissement, tous les éléments de vision long terme et tout le fait que les coûts peuvent être élevés sur des marchés concurrentiels, notamment en termes de visibilité, qu'on a des retours en général qui sont plutôt moyen-long terme. Voilà. Si on est dans une recherche un peu alternative, pour moi, les marketplaces ont une particularité. C'est qu'on est sur une mise en place rapide. En quelques mois, on ne va pas se voiler la face, ce n'est pas quelques jours, il ne faut pas exagérer non plus. On sait si on est présent ou pas sur les markets, on sait si on va commencer à faire des ventes. On a uniquement une indexation des coûts qui est liée au chiffre d'affaires, trop élevé, pas assez élevé. Je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre au niveau du prix. Oui, je réitère la question de Damien. Merci de m'indiquer si le son est bon pour vous, parce que voilà, je ne sais pas si le retour est bon. Je vois qu'au niveau des administrateurs de WebIKEO, tout est bon. Mais au niveau des participants, je ne sais pas du tout si c'est OK pour vous. Moi, je n'ai pas de souci, mais je ne vois aucune question sur le chat. Alors, je disais donc, au niveau du site, l'avantage, autonomie, indépendance, propriété du compte client, chose super importante. Inconvénient, le temps long des fois pour se lancer et la nécessité de mobiliser de l'argent, donc la trésorerie pour y arriver. Marketplace, avantage, vitesse, pas de mobilisation de cash en amont, puisque quelque part on ne paye que sur les commandes, il faut juste un stock. Point super important, quand on va sur les markets, on doit être au top au niveau logistique. C'est un canal qui ne tolère pas la médiocrité au niveau du traitement logistique de la commande, puisque vous n'aurez pas de contact privilégié avec le consommateur, vous n'aurez pas un email, un téléphone à contacter pour expliquer pourquoi tel produit est en rupture ou ce genre de choses. Donc je vous mets en garde en disant attention, quand vous vendez sur les marketplaces, considérez que vous ne vendez que des produits en stock et qui sont bons. Voilà. Au niveau de la partie marketplace de manière générale, tout le monde voit bien ce qu'est une marketplace. Je reprécise, parce qu'en règle générale, on a des fois quelques faux amis. Une marketplace est un site qui se caractérise par le fait de vous demander votre catalogue, tout ou partie du catalogue, on est d'accord, de référencer vos produits chez eux, d'assurer la commande via leur site avec l'encaissement via leur site, ce point est super important, de vous transférer une commande qui est donc de fait sûre et certaine et de vous demander d'expédier. Particularité, ils ne rachètent pas le produit qui a été commandé vers vous, ce n'est pas un fournisseur, une market, c'est un partenaire. Vous allez expédier et eux vont vous rétrocéder l'argent moins leur commission. Est-ce que cette définition est claire pour tout le monde au niveau de ce qu'est une marketplace? Ce sont bien des tiers qui vont encaisser, qui ne vont pas générer de l'audience vers votre site, mais qui vont bien être dans cette démarche. Tiers d'encaissement, vous expédiez et vous versez la somme. Google Shopping, par exemple, n'est pas une marketplace. Il y a eu une tentative qui s'appelle Google Shopping Auction, qui était une marketplace, mais Google Shopping, par exemple, est un comparateur de prix, pour rester là-dessus, qui vous génère de l'audience. Ce n'est pas une marketplace. J'insiste bien parce qu'on voit aussi des modèles hybrides, le dropshipping. Tout dépend de comment c'est géré. Si dans le dropshipping, vous êtes, vous, fournisseur de la marketplace, ce n'est pas un positionnement marketplace qui est ce positionnement tripartite. Voilà. Encaissement, transmission de la commande et vous expédiez. Attention, parce que pour qu'il y ait un encaissement à compte de tiers,
il faut qu'il y ait soit une solution bancaire béton derrière, soit une marketplace très connue, que ce soit Auchan, Cdiscount et autres, qui ont d'ailleurs des licences de banque. Voilà. Ce sont des points extrêmement importants à vérifier. Autrement dit, en priorité, on va sur des marketplaces matures. Il est très rare qu'on se lance sur des marketplaces sans audience ou qui s'amusent. Notre job aujourd'hui, c'est de parler de comment on vend sur les marketplaces. Ce n'est pas de vous dire comment on crée une marketplace. Ce n'est pas du tout la mission et le but de ce webinaire, parce que créer une marketplace, c'est un chantier à part entière. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout est clair pour vous? Pas de galère, pas de soucis? Parfait. Bon, Thérèse, j'en déduis que... Merci. En tout cas, j'ai une réponse. Vous m'entendez bien? C'est le principal pour moi, parce que je n'ai pas de retour. OK. Alors, passons au slide suivant, qui est un vrai sujet. Marketplace, concurrent ou partenaire? Vaste débat et vaste question, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Leur audience est supérieure à celle que vous aurez jamais. Donc, on peut se poser la question de est-ce que j'y vais ou pas. Dans les faits, vos consommateurs y sont déjà. Et dans une autre vision, bien souvent, l'offre produit que vous avez est déjà référencée chez eux. Donc, mieux vaut venir se référencer en complément chez eux, plutôt que de se dire, je vais jouer le village gaulois et la résistance à quelque chose qui est une lame de fond déjà en place. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire preuve d'angélisme et imaginer qu'on est dans un monde totalement vertueux. Entendons-nous bien, je ne suis pas là pour faire l'apologie ou vous pousser à aller vers les markets. Je donne vraiment une vision d'ensemble. Si vous êtes sur un marché de niche avec un très bon référencement, que vous vendez des produits très spécifiques qui ne sont pas sur les marketplaces cités, bien sûr que l'intérêt d'y aller est très faible. Ou alors, il faut y aller pour attaquer, par exemple, un pays étranger sur lequel vous n'avez pas tous ces avantages. Si, à contrario, vous partez de zéro, vous êtes une marque qui a un fort besoin de notoriété, la réponse est évidente, vous allez avoir une exposition et une audience beaucoup plus forte. Clairement, on peut distinguer plusieurs cas de figure dans nos stratégies selon que l'on est une marque ou un distributeur. Dans le cas d'une marque, la vision concurrente est moins faible. On est beaucoup plus dans une vision partenariale. Dans le cas d'un distributeur, je reconnais que la question vaut d'être posée, mais dites-vous bien que si vous n'allez pas vendre chez eux, il suffit que notre distributeur y aille pour que quelque part, le produit s'y retrouve. Donc, on est un peu contingenté là-dessus. Moi, je dis simplement prudence. La meilleure des réponses que j'ai trouvées à ça pour mes clients, c'est de dire ne vous limitez pas à une marketplace. Ne limitez pas votre dépendance à un seul support. Vous limiterez le phénomène en ce sens que si demain vous avez un problème avec l'une d'entre elles, vous aurez toujours les autres pour vous rattraper. Alors attention, on ne va pas se voiler la face non plus. Vous avez des marketplaces qui ont un très gros volume d'audience. Sur le top 100, toutes n'ont pas le même volume d'audience. Mais ce n'est pas grave. Démultipliez votre présence. 2, 3, 5, 10, peu importe. Mais ne restez pas mono-marketplace pour ne pas être piégé. Surtout. Pour moi, c'est vraiment super important d'être sur ce genre de choses. Voilà. Surtout, démultiplier. Alors, partenaire, il y a aussi un faux ami. Être présent sur les marketplaces n'améliorera pas votre SEO, votre référencement. Il y a eu pendant un temps, ça marchait un peu avec eBay parce qu'on avait des boutiques eBay qui permettaient un lien vers le site. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, attention. Il y a des faux amis servis. Non, ça n'améliorera pas. Ça pourrait même dégrader si c'est mal fait. Autrement dit, si vous avez déjà un bon référencement, quand vous allez vendre sur les marketplaces, ne mettez pas les mêmes descriptions produits. Que vous mettiez les mêmes chez toutes les markets, on s'en fout, mais ne mettez pas la même que sur votre site. Petit conseil de SEO que je vous donne. Voilà. Je continue. Pas de questions. On est bon. Jusque-là, on est clair. Est-ce qu'à vos yeux, on est sur un hors-sujet? Je n'ai pas l'impression. Parfait. OK. Donc, autre question. Voilà. Appréhendons-les pour ce qu'elles sont. Une halle de vente sur lesquelles tout est présent. Vous allez avoir une forte audience, des éléments de visibilité,
diverses et variées selon les markets. On a même carrément pour certaines des régies publicitaires internes. Je pense à Amazon, par exemple. Vous allez avoir une capacité de tester du produit parce qu'il n'y a rien de pire que de croire qu'on a une bonne idée et de se planter. Là, en l'occurrence, si vous avez une campagne, une présence de produits sur une market et que les produits ne se vendent pas, vous pouvez vous poser les bonnes questions de pourquoi. Parce qu'au moins, vous avez pu tester en live. Si vous lancez vos produits sur votre site et que vous n'avez pas d'audience, il sera extrêmement délicat de se dire que le problème vient de l'offre produit, puisque par définition, elle n'a pas été vue de la grande masse des consommateurs. Donc pour moi, il y a cet avantage-là. Écouler des stocks. Je donne des éléments stratégiques, par exemple. J'ai vu des éléments très variables là-dessus. Alors oui, je réponds rapidement. Oui, il y aura un replay, absolument. Ne vous inquiétez pas. Le replay sera accessible, y compris sur notre chaîne YouTube. Vous avez deux strates qui peuvent s'offrir à vous. Soit vous mettez en avant vos meilleurs produits parce que vous voulez faire des gros volumes de vente, soit vous mettez en avant vos produits de fin de stock parce que vous voulez vous en servir pour du déstockage et des opérations comme ça. Je n'ai pas à juger de la pertinence ou non de la stratégie. Elle s'adapte à tous les marchands. Voilà. Elle est à appréhender selon les cas. Ça peut générer de la vente complémentaire, ça peut générer plein d'éléments. N'oubliez jamais qu'une des grandes forces, notamment d'Amazon, c'est leur connaissance du client. Donc, vos produits peuvent être proposés à des gens qui ne les connaissaient pas comme une offre additionnelle. Donc, ce qui veut dire que vous allez aussi toucher par ce biais une population complémentaire. Je fais un petit focus si vous êtes une marque. Je vais faire un focus Amazon. Je n'ai pas de parti pris avec Amazon, mais c'est pour moi aujourd'hui là-dessus l'offre la plus avancée. Vous avez la capacité, quand vous êtes une marque sur Amazon, de directement avoir une boutique à vos couleurs. Ce qui veut dire qu'en termes de branding, en termes de notoriété, on monte en gamme. Si demain, l'internaute qui connaît votre marque, qui l'a vu sur Amazon, la cherche dans Google et arrive directement vers votre site, t'as mieux. T'as mieux, très clairement. Vous avez une régie pub interne qui est certainement très pertinente, peut-être plus performante à investissement similaire en retour sur le chiffre d'affaires que celle de Google sur Google Shopping, à ceci près que le consommateur ne vous appartient pas. Le point important, la logistique. La clé, c'est la log. Ne vous trompez jamais là-dessus. Toujours être au top sur la relation client, sur la logistique et l'expé. C'est le point sur lequel vous allez être attendu. L'information produit à donner, texte, visuel et autres, c'est ce que vous échangerez avec nous. Mais la logistique, on ne peut pas la gérer à votre place. N'allez pas vendre des produits sur lesquels il y a un risque de rupture. N'allez pas vendre des produits sur lesquels il y a un problème de réassort. Ne flinguez pas la réputation que vous commencez à vous créer sur ces problématiques-là. Voilà. Comment on vend aujourd'hui sur les marketplaces? Alors, on a une logique qui est très simple. Chaque marketplace va vous demander un catalogue produit. Catalogue produit, qu'est-ce que c'est? Mon titre, ma description, mon prix, mon stock et tous les visuels et tous les éléments qui caractérisent un produit. Vos attributs, vos déclinaisons selon le CMS que vous utilisez. Chaque marketplace va vous le demander dans son format et avec des attentes au niveau du remplissage des attributs qui vont dépendre de ce qu'eux ont de leur côté. Vous n'allez pas vendre de la même manière un lave-vaisselle et une chemise. Une chemise se caractérise par sa couleur, sa matière, son type de boutonnage, sa longueur et autres. Un lave-vaisselle va avoir des critères plus techniques. Voyez, les visuels seront importants. Quand on vous le demande dans un format pour une marketplace, ne fournissez pas un format autre, ils ne vous accepteront pas. Ce catalogue va avoir pour effet de créer ce qu'on appelle la création de l'offre, ou du moins de l'annonce dans leur jargon, c'est-à-dire on crée le produit. J'attire votre attention sur le fait que bien souvent, quand vous transmettez cette information, vous acceptez aussi le fait que le contenu soit cédé à la marketplace. Donc, si la marketplace utilise votre contenu pour son SEO, vous l'avez validé implicitement en acceptant de travailler avec elle. Vous allez devoir ensuite mettre régulièrement à jour vos offres. Régulièrement mettre à jour, on est aujourd'hui sur des mises à jour horaires à minima. D'accord? À savoir que vous allez mettre à jour vos prix et vos stocks. Vous pouvez avoir des stratégies de prix différentes d'une market à l'autre, différentes de votre site, mais la clé, c'est la réactivité sur la mise à jour. Vous allez avoir par ailleurs le fait de devoir récupérer vos commandes, puisque bien évidemment, les commandes générées, il va falloir les traiter. Et gérer l'information de l'expédition, gérer le transporteur. Puisque par essence, quand la commande est passée, que vous la récupérez, vous allez la préparer, vous allez l'expédier, il est important que cette information de l'expédition soit fournie à la marketplace pour que l'internaute consommateur soit avisé de quel est le transporteur choisi, qu'il puisse suivre la vie de la commande. Pour ce faire, vous avez 3 solutions. Le fait de le faire à la main,
Et il est évident que vous pouvez vous exonérer de toute solution technique et gérer cela à la main en créant vos fiches produits dans la marketplace. Vous traitez vos commandes, vous remontez les informations. Il est possible également de travailler avec des modules. Les modules étant des programmes que vous allez installer souvent entre votre site et la market, qui ont souvent une compatibilité uniquement avec la marketplace. Attention, nous, ce qu'on constate sur les modules, c'est qu'il n'y a pas souvent de SAV. C'est mono-market. Et c'est très bien pour la gestion des commandes, mais pas souvent pour la création des produits, qui est une partie très complexe. Gare aux bugs, gare aux incompatibilités. Module existant pour PrestaShop, pour Shopify. Je n'ai pas d'a priori, si ce n'est un peu négatif, en disant prudence. Le prestataire qui vend un module n'engage pas sa responsabilité en cas de dysfonctionnement. Vous avez fait un achat à l'instant T, il n'y a pas d'accompagnement. Vous avez les agrégateurs, tels que nous, qui vont avoir une mission qui va être là, par contre, de transmettre l'information avec des fréquences définies, de vous redescendre les commandes, de vous aider à gérer le transport, de vous amener du service d'accompagnement supplémentaire, payant, pas payant, peu importe, mais surtout de vous assister avec un support en ligne, avec une équipe, avec une hotline, avec accessoirement aussi contractuellement de fait, puisqu'il y a un coût récurrent, une responsabilité. Si demain, il y a un problème majeur et que vos commandes ne redescendent pas dans votre back-office à cause de l'agrégateur, il est responsable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ne traitez pas avec vos commandes en temps et en heure, vous pouvez être blacklisté de la marketplace. Quand on est au début, on ne se rend pas trop compte. Quand ça tourne vraiment beaucoup et qu'il y a un plantage, mon propos prend beaucoup de sens parce qu'on parle là de manque à gagner de milliers d'euros. Et dans le manque à gagner de milliers d'euros, si en plus on vous ferme le compte, c'est la double peine. Voilà. Donc il y a ces éléments-là sur lesquels il faut être un peu vigilant. Voilà. Pourquoi l'agrégateur? Alors je vais rentrer un peu dans ce que j'appellerais l'autopromo, mais pas de EasyFlux qui est notre solution. Un fonctionnement d'agrégateur est général parce qu'il centralise tout. L'agrégateur, il va centraliser de façon à ce qu'on simplifie la gestion déjà de l'information. On la capte une fois chez vous, on la réécrit pour chacun d'entre eux. On aide au mapping, c'est-à-dire à la correspondance. Surtout, on centralise toutes les commandes, on les réinjecte toutes, y compris au niveau des transports. On change de la maîtrise d'un outil comme Excel, on change éventuellement de la maîtrise des modules, parce qu'il faudra à terme autant de modules que de market dans bien des cas. Donc, on amène vraiment une vision d'ensemble là-dessus. Voilà. L'agrégateur a pour mission d'être un facilitateur. Voilà. Une fois que tout est en place, ça roule. Ça sert quand on veut rajouter des produits. Vous avez des produits avec de la saisonnalité, vous avez des offres qui changent, vous avez des prix qui varient. On a des prix qui varient des fois tous les quarts d'heure. Faire du repricing automatique en fonction du prix du moins cher, du concurrent le moins cher. On a plein de solutions qui existent. Et je dis on parce que tous les agrégateurs ont des fonctions à peu près similaires là-dessus. Voilà. La gestion du catalogue, c'est pour moi un des éléments clés qu'on oublie bien souvent. La création du produit. Le fait d'avoir les bons attributs, les bons champs. Attention, les marketplaces modifient régulièrement leurs standards. Elles ne vont pas tenir compte de votre desiderata, elles tiennent compte de leurs contraintes. Voyez la relation avec elles comme une relation comme un fournisseur de grande distribution. Vous vous plierez toujours à leurs contraintes, elles ne se plieront jamais aux vôtres. Sachez-le. Voilà. La création du catalogue, l'automatisation de l'intégration, la synchronisation des stocks. Ça, pour moi, ce sont les fonctions attendues les plus simples. La fréquence des prix est importante. La fréquence de la redescente des commandes est importante, même si vous n'allez en réalité avoir un transporteur qui ne passe qu'une fois par jour récupérer vos colis. Donc attention au mythe d'une forme de temps réel sur le suivi des commandes. Il y a des fois des trucs un peu illusoires. Quand vous savez qu'une ramasse, un transporteur passe tel jour à telle heure, ça veut dire que la prochaine ramasse, ce sera le lendemain. Ce qu'il faut, c'est avoir la commande dans un laps de temps acceptable. Ça ne change pas la problématique du stock. Attendons-nous bien. Mais ça change la problématique de la préparation. Voilà. Ça, c'est un point super important parce qu'on nous parle souvent de temps réel. Ce n'est pas vrai. On n'est pas dans un environnement à 100% de temps réel puisque par essence, le transport ne se fait qu'une fois par jour. Même si vous allez remettre vos colis à la poste tous les jours, à plusieurs fois pendant la journée, de toute façon, le colis ne partira du centre de tri qu'une fois dans la journée. Vous voyez, donc vous pouvez y aller 10 fois si vous voulez, ça ne changera rien. Donc pour vous, ce point-là est super important. Simplification du processus. Normalement, un agrégateur de flux est là pour vous faire gagner du temps et vous faire économiser en traitement humain et en risque d'erreur. Voilà, gestion des commandes, c'est centralisé sur une interface unique. Ça les met dans votre site, quand vous avez un site. Ça les met
dans votre ERP, si c'est directement dans un ERP, ça les transfère à votre logisticien si vous avez une base logistique. Et surtout, une fois que la commande est traitée, ça transfère l'info de livraison du transporteur à la marketplace. Ça, pour moi, ce dernier point est crucial parce que ça veut dire que derrière, on ne vous sollicite plus pour savoir où en est la commande. Vous avez donné toutes les infos. Voilà. Ça, c'est pour moi un point qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Ne plus être sollicité après, ne serait-ce que parce que justement, on est à l'aise et on sait que tout a été donné comme information. Voilà. Petit bémol, quand le client choisit un point relais sur la marketplace, par exemple, bien évidemment, on va conserver le même transporteur et le même point relais. Si un client ne choisit pas deux transporteurs précis, mais un mode de livraison, ça veut dire aussi qu'on est capable de choisir avec vous le transporteur le moins cher. C'est l'objet d'une autre activité, mais vous savez que c'est quelque chose qui s'appréhende tout à fait dans la gestion marketplace. Voilà. Je rentre un peu dans une partie un peu autopromotionnelle, mais au-delà de nous, elle est générale. Vous avez 3 approches. Soit vous faites tout vous-même avec l'outil, ce qui correspond à peu près 90%, même allez, non, on va dire 85% des clients. Soit vous appuyez sur de l'accompagnement plus, c'est-à-dire qu'en fait, on prend l'outil en main à votre place. C'est un besoin qu'on voit de plus en plus arriver pour des questions de gain de temps et de performance et de bonne connaissance des markets. Soit on est carrément en externalisation complète en tant qu'agence. Alors, nous, on a une particularité, c'est comme on est éditeur et agence, tout est centralisé chez nous. Ce qui veut dire que ce n'est pas des interlocuteurs différents, c'est juste des niveaux d'accompagnement qui diffèrent. Ça veut dire aussi que voilà, on est beaucoup plus autonome que beaucoup, puisqu'on est à la fois l'éditeur et l'agence. Ce n'est pas des interlocuteurs distincts. Et en agence, on va être même sur la recommandation stratégique. Choix des produits, saisonnalité, bonne connaissance des markets, réflexion par exemple sur un sujet qui revient des fois, qui est le référencement. On pourrait parler d'un abus de langage, de SEO sur Amazon. Ça fait partie des choses qui sont tout à fait entendables. L'adaptation se fait en fonction réellement des besoins. La majorité des clients ont juste un besoin d'un outil. Pas de souci. Voilà. Certains ont besoin du plus, certains ont besoin du plus. Et la particularité qui nous distingue de beaucoup d'acteurs, c'est que vous pouvez switcher de l'un à l'autre à votre guise. Je vais avoir besoin de l'outil, mais au début, je veux qu'on me mette tout en place. Pas de problème. On le fait sur un laps de temps. Après, vous rebasculez sur le mode outil. Ou je démarre petit, puis d'un coup, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai peur de faire des mauvais choix, donc je veux de l'accompagnement. OK, on m'accompagne. Pendant quelques temps, tout est en place, je reviens au départ, pas de problème. Ça se comprend parfaitement. Voilà. Je suis désolé pour le côté un peu autopromotionnel, mais c'est réellement ce qui va se passer globalement dans tous les cas de figure, pour tous les agrégateurs. Voilà. Alors, comment collaborer avec nous avant de laisser la part belle aux questions? Vous avez le site www.easyflux.com, vous avez les contacts, vous avez un mail. Point particulier, le test chez nous est gratuit. Dans tous les cas, vous pouvez tester gratuitement la solution pendant un mois. Vous n'avez pas d'engagement, ce qui veut dire que à l'inverse des contrats annuels, des choses comme ça, vous pouvez vous barrer quand vous voulez. Je le dis de manière très crue. Notre but, c'est de vous montrer qu'on est efficace. Et une des raisons qui fait que les gens arrêtent, c'est pas tant EasyFlux. C'est plus le fait de se dire les produits ne se vendent pas. Finalement, les marketplaces, c'était pas pour moi. Normal, vous avez fait l'essai, on l'a fait ensemble, on a vu, pas de problème. Voilà. On est sur des choses très factuelles. Les marketplaces, on est sur un mode essai-erreur. Il ne faut pas perdre trop de temps en réflexion dans tous les sens, il faut aller vraiment à l'essentiel. Voilà. Je suis donc ouvert à toutes vos questions. N'hésitez pas. Voilà, lâchez-vous. Que ce soit sur la techno, que ce soit sur les marketplaces, profitez-en. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je les vois évoluer. Je vois à peu près toutes les interactions qui existent, les tendances d'évolution. Aujourd'hui, on voit qu'on a une tendance à la concentration. On voit qu'il y a plein de petites marketplaces de niches qui n'ont pas trouvé leur cible, qui ferment. On voit qu'on a une tendance Amazon qui est en train de prendre le pas sur les marques. On voit arriver du B2B aujourd'hui. Sur des niches B2B, on voit des vrais enjeux là-dessus. Voilà. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur le chat, que ce soit par tout biais. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Je vous écoute. Merci pour la présentation. Du coup, s'il y a des questions dans les spectateurs, n'hésitez pas, comme Guillaume disait. Petite question par rapport à EasyFlux, quel est le prix de la solution? Alors, la solution démarre à 79 € par mois. Ok. Et voilà, sans engagement dans le temps. D'accord. Donc, l'adhésion ne s'accompagne pas d'engagement? Pas du tout. Pas du tout. Et comme je le précisais, il y a un premier mois qui est gratuit.
Donc, ce qui veut dire que le premier mois, la personne, on ne va rien payer et on va commencer à être sur le mois de facturation en mois plus 2. On a même des gens qui le testent 3 semaines et qui arrêtent. Auquel cas, ils n'ont pas déboursé 1 euro. Et quelques questions plus propres au marketplace. Est-ce que c'est judicieux de se placer sur une ou sur plusieurs marketplaces? Alors, le pluriel commençant à 2, moi j'ai une recommandation qui est de dire, soit vous avez déjà une présence market et quand vous basculez d'un acteur à un autre, d'un agrégateur à un autre, il faut reprendre l'existant dans sa totalité, soit je me lance. Le bon choix, c'est d'en faire une, juste au début, très vite, juste pour se roder en termes de logistique, en termes de familiarisation avec le sur l'agrégateur ou de la market. Dès qu'on est à peu près bon, d'en ouvrir après 2, 3 autres. De ne pas rester mono trop longtemps. Ne serait-ce que pour éviter la dépendance et parce qu'on a des fois des surprises. Vous voyez, par exemple, si vous êtes sur de la pièce détachée ou de la pièce de collection, on a des markets qui fonctionneront mieux que d'autres. eBay marchera peut-être mieux qu'Amazon. Ça n'empêche pas de tester les deux. Parce que marcher mieux ne veut pas dire que ce n'est pas complémentaire. Voilà. Mais une pour commencer, juste histoire de ne pas se planter sur la logistique. Et à partir de là, on déroule sur d'autres. Ok, très clair. Et prochaine question, quelle est la différence entre retailer et marketplace? Alors, le retailer, c'est un revendeur. C'est un revendeur de produits. C'est un revendeur qui, en général, est un revendeur, je vais dire, équivalent particulier, en B2C, qu'on va distinguer du grossiste, qui est plutôt dans une culture B2B, et éventuellement même qui est un importateur. On a souvent des grossistes qui sont importateurs. Le retailer, quand il va les vendre sur la marketplace, bien souvent, il n'est pas le seul. Parce qu'il n'a pas une exclusivité et parce que des fois, il peut se trouver avec d'autres retailers. Des fois, même, la marque vend à sa place. À l'inverse, le grossiste ou l'importateur a plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, les retailers, c'est une posture un peu compliquée, on le sait, même en e-commerce, parce qu'ils sont attaqués des deux côtés. C'est-à-dire que les marques vendent en direct et eux sont un peu coincés. Donc, tout dépend des univers produits dans lesquels on est. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des niches sur lesquelles le retailer n'a pas besoin d'aller sur les marketplaces, c'est tant mieux pour lui. A contrario, un retailer dans le produit high-tech, il va se battre sur sa force, qui est sa capacité d'achat et son prix, et il a besoin de vite faire tourner du stock. Donc, il va par exemple aller vendre sur LDLC, aller vendre sur Amazon du produit high-tech en faible quantité en stock, mais à réassort fréquent. Je ne sais pas si je suis clair dans la réponse. Voilà. De votre côté, messieurs les participants, messieurs, mesdames, pardon, c'est clair pour vous également? Je suppose que oui. Samuel, d'autres questions? Oui, éventuellement, par rapport à EasyFlux, quels sont les CMS compatibles? Alors, les CMS compatibles, alors je répondrai à Thérèse ensuite. Les CMS compatibles à peu près sur le e-commerce, tous les CMS courants du marché, que ce soit du PrestaShop, EasyShop, Shopify, Magento, Oxatis, PowerBoutique, ex-PowerBoutique, donc WooCommerce, SoluSquare, Octave, j'en ai forcément oublié, sachant qu'il y a une API où on peut connecter d'autres qui ne le seraient pas aujourd'hui. Voilà. Clairement, aujourd'hui, on n'a pas de frein sur la compatibilité. On a même des compatibilités directes avec Sage et EBP. Alors, pour répondre à Thérèse, avantage, inconvénient de créer une marketplace. Moi, aujourd'hui, si vous n'avez pas des budgets énormes d'audience, je n'y vois que des inconvénients. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un leurre que de partir ex nihilo en se disant est-ce que je crée un site e-commerce ou une marketplace? Si la question elle est budgétaire, pour moi, un projet marketplace, c'est un projet qui va de fait coûter quelques dizaines de milliers d'euros, ne serait-ce que si on n'est pas sur un problème de techno, on sera sur un problème de captation d'audience. C'est la même chose que lancer un site e-commerce. Ça a du sens quand on est un gros acteur déjà connu. Quand on regarde la liste des marketplaces que l'on avait sur les slides, sur cette présentation-là, Auchan, Rétif, pour ne prendre que ces exemples-là, La Poste, La Redoute, Darty, sont des enseignes qui sont déjà connues. Donc la marketplace est venue comme un complément évident dans une stratégie. Leroy Merlin me paraît évident. Amazon s'est créé là-dessus, eBay aussi, Cdiscount aussi, sachant que Cdiscount était quand même rattaché au groupe Casino. Donc on n'a pas de marketplace à proprement parler purement indépendante, sauf à être très grosse. C'est le cas de Mano Mano, par exemple, aujourd'hui. Mais même dans cette liste, il y a forcément eu des morts. Vous voyez, il y a des marketplaces qui ont disparu. Des iMake, des Blisport, des gens comme ça, qui n'ont pas réussi. Voilà. Donc pour moi, Thérèse, l'enjeu de créer une marketplace,
Sur un projet à petite échelle très faible, sur un projet de PME ou grossiste ou déjà structuré, ça s'entend. Sinon, de toute façon, déjà, il faut une solution de paiement particulière. Vous n'allez pas créer de marketplace avec une solution de paiement classique. Il faudra un outil de paiement spécifique puisque les fonds vont être encaissés et séquestrés, entre guillemets, tant que la commande n'a pas été honorée. Voilà. Donc, c'est des sujets un peu sensibles, la création d'une marketplace. On voit qu'il y a eu une vague d'euphorie il y a 2-3 ans. Qu'aujourd'hui, on a bien réduit la voilure parce que beaucoup ont été déçus. Je pense qu'il faut bien se focaliser sur le métier. Est-ce que vous êtes un vendeur ou est-ce que vous êtes un créateur de marketplace? Si vous êtes un vendeur, votre métier, ce sera de vendre dessus. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Thérèse. Si mon propos est assez clair. D'autres questions? Sinon, en attendant, à part celle de Thérèse. Ou est-ce qu'on est cohérent pour vous, clair pour vous, pas d'expérience à partager, pas de choses comme ça? Pour avoir un retour d'expérience, n'hésitez pas. Alors attendez, hop, je regarde simplement si c'est OK. Ouais, parfait. Très bien. Samuel? Pas plus. S'il n'y a pas plus d'autres questions, on va arrêter là. Pour rappel, le webinaire il sera disponible. Merci en tout cas de votre écoute. Le webinaire sera disponible en replay sur YouTube et sur la chaîne Webikio de Web Connect. Très bien. Merci de votre accueil. Merci à tous de votre présence.